Bon, eh bien, je vous propose peut-être qu'on commence notre webinaire du jour. Il est 11h01. Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire co-organisé avec RCL. Donc, du coup, on vous propose aujourd'hui un webinaire sur la thématique comment habiter la ville en 2021, donc avec un focus vraiment spécial sur Lyon. On a pu déjà faire une première édition en début d'année, au mois de février, si je ne me trompe pas, sur la ville de Bordeaux. Donc aujourd'hui, focus sur Lyon. Pour vous présenter comment fonctionne ce webinaire, donc vous avez, je pense, l'habitude, mais donc aujourd'hui, en tant que participant, vous ne pouvez pas activer ni votre son, ni votre webcam, mais par contre, on peut directement interagir dans la bulle conversée ou échanger ou chat sur votre écran de Zoom. Donc, on pourra, à la fin du webinaire, on aura 10-15 minutes tous ensemble, on pourra partager et répondre à vos questions. Pour ce webinaire du jour organisé par le CNDB et par RCL, donc on va avoir l'intervention de Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, mais également Blandine Classe, rédactrice en chef de RCL. Et on aura ensuite l'intervention de 3 professionnels locaux. Donc, pour commencer avec Antoine Limousin, chargé de mission transition écologique et patrimoine auprès de Sylvain Godino, deuxième adjoint au maire de Lyon, à la ville de Lyon. Ensuite, on aura l'intervention de Paul Sachot, responsable du pôle réhabilitation à Est Métropole Habitat. Et on terminera du coup cette présentation avec Sylvain Fourel, gérant de l'entreprise Salvea. Et je vais vous laisser tout de suite entre les mains de Sarah Laroussi pour la présentation du CNDB. Merci Amandine, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc vous êtes encore nombreux parmi nous ce matin, on est ravis de vous accueillir pour cet événement, donc comme le disait Amandine, co-organisé entre le CNDB, Comité national pour le développement du bois, et puis RCL, la revue des collectivités locales. Cet événement nous tenait à cœur, car comme vous le savez, le CNDB existe maintenant depuis un peu plus de 30 ans. Et depuis 30 ans, en fait, nous accompagnons les acteurs de la maîtrise d'œuvre et les acteurs de la maîtrise d'ouvrage à concevoir et à construire en bois. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter, à solliciter notre aide sur ces points. Et cela nous paraissait tout à fait opportun, du coup, et logique d'initier ce partenariat avec RCL pour pouvoir mieux vous accompagner. Le CNDB aujourd'hui, donc c'est plusieurs compétences, donc 4 pour être exact. La formation, donc nous dispensons à l'heure actuelle une centaine de sessions de formation par an. L'information avec notre fameux centre de ressources, donc qui se compose du site internet du CNDB, www.cndb.org, ainsi que de l'ensemble des outils, supports techniques de communication que nous sommes amenés à réaliser tout au long de l'année. La promotion et la communication, donc il s'agit de notre troisième compétence. Le CNDB, depuis un peu plus de 30 ans maintenant, accompagne les acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et les organisations professionnelles, du coup à communiquer vers ces cibles-là. Et puis enfin l'accompagnement. En effet, comme je l'expliquais à l'instant, du coup, étant donné que le CNDB est un organisme à destination des organisations professionnelles de la filière forêt-bois française. Le contact est permanent, donc nous avons le plaisir de vous retrouver quotidiennement sur nos différents supports, donc tout d'abord sur notre site internet www.cndb.org, mais également sur nos réseaux sociaux très actifs, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube également, où vous retrouvez un certain nombre de replays avec du coup toutes ces vidéos, webinaires que nous avons l'occasion d'organiser, de réaliser. Et enfin, via la newsletter mensuelle du CNDB, qui est adressée du coup à l'ensemble de la base et où vous pouvez retrouver toutes nos actualités et toutes celles de la filière forêt-bois française. Quelques actualités ou prochains rendez-vous. Donc, nous aurons le plaisir de vous retrouver. Nous avons déjà le plaisir de vous retrouver depuis quelques mois maintenant à travers donc, la série Détails d'architecture. Donc, c'est une série en fait qui est réalisée avec le soutien du Codifab et qui s'adresse aux acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. L'idée principale était de sensibiliser, de montrer tout ce qu'on pouvait faire en bois, d'inspirer aussi les architectes. Et du coup, cette série de détails d'architecture qui est pilotée par Jean-Marc Peget, architecte expert construction bois au CNDB, traite de nombreux sujets. Donc, parmi les dernières thématiques, nous avons eu le plaisir de vous partager le tressage, le jeu de marche ou encore la transparence. Donc, n'hésitez pas une fois de plus à vous abonner à la newsletter du CNDB pour pouvoir recevoir
tous ces livrables et être informé du coup de leur sortie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon webinaire. Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. Et Blandine, c'est à toi. Merci. Merci Sarah. Bonjour à tous. Je m'associe au CNDB pour vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire Comment habiter la ville en 2021. Un webinaire qui s'annonce très constructif et très riche en contenu. Alors, je suis rédactrice en chef de RCL, la revue des collectivités locales, le magazine des décideurs locaux depuis plus de 60 ans, puisque le magazine a été créé en 1949. Alors, depuis ces longues années, RCL accompagne les décideurs locaux à travers des expertises, des retours d'expérience dans les collectivités locales, et nos dossiers abordent les grands thèmes d'intervention des collectivités locales. Alors, par exemple, la transition énergétique, le bâtiment, la gestion de l'eau, la transition numérique, la mobilité et bien d'autres sujets très très nombreux. Alors, la marque RCL, ce n'est pas qu'un magazine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire d'actualité. C'est également un site internet www.collectivitélocale.fr et depuis quelques mois, nous avons créé un groupe Facebook privé à destination des élus, de leurs conseillers, des DGS, des agents territoriaux qui échangent en toute simplicité sur leurs expériences, sur leurs préoccupations quotidiennes ou tout simplement partagent des informations avec leurs pairs. Donc, ce groupe est très, très actif et nous vous invitons en tous les cas à rejoindre ce groupe Facebook. Enfin, RCL, c'est aussi des podcasts, 7 minutes avec un maire, des podcasts à écouter, bien entendu, que vous retrouvez sur notre site internet. Donc, chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un maire que nous interrogeons sur le mandat municipal en cours, qui notamment a été marqué par la crise sanitaire, les questions environnementales et la transition numérique. Et bien entendu, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter. Voilà un petit peu qui nous sommes. Je vous remercie pour votre écoute et je passe désormais la parole à Antoine Limousin. Voilà, merci. Merci beaucoup, Blandine. Et donc, en effet, la parole à Antoine Limousin. Je vous donne le droit tout de suite sur l'écran. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous présenter rapidement un petit retour d'expérience sur ce que nous faisons à Lyon depuis une quinzaine d'années en matière de construction bois. Il faut comprendre que Lyon n'est pas du tout une ville où traditionnellement la construction bois est ancrée dans les pratiques. Donc, pour vous raconter l'histoire du bois à Lyon, c'est depuis une quinzaine d'années que les élus ont souhaité, à la fois sur la ville de Lyon et sur la métropole, développer la construction bois, en particulier sur le quartier de la Confluence. Le quartier de la Confluence, qui était une friche industrielle, donc qui est devenu une vitrine de l'architecture contemporaine, et aussi un écoquartier. Donc forcément, les maîtres d'œuvre ont très vite proposé du bois à la fois visible et en structure sur les bâtiments de la Confluence. Bâtiments de bureaux, bâtiments de logement, bâtiments équipements publics, etc., etc. Ce que vous voyez là sur la diapo, c'est la MJC de ce quartier Confluence, qui est un bâtiment qui fonctionne très bien, avec du bois pré-grisé sur la façade. Et c'est un équipement qui est très engagé dans des démarches d'éducation et développement durable. Il est fort probable que le fait d'avoir installé la MJC dans ce type de bâtiment exemplaire ait renforcé sa démarche en matière de développement durable. On a pu tester à Confluence l'acceptabilité de la construction bois, que ce soit sur la question du confort au niveau du son pour les occupants, que ce soit sur les craintes qui existaient au départ sur la question de la résistance au feu, et aussi sur la question esthétique des façades qui vieillissent plus vite et qui grisent de manière particulière. Ces expériences ont permis aussi aux professionnels d'améliorer leur process et de progresser dans toutes ces questions techniques qui permettent de renforcer l'acceptabilité de la construction bois. Et nous avons des retours d'expérience globalement positifs. Je vous montre ici sur cette diapo
un bâtiment qui, lui, n'est pas à Confluence, mais qui est dans le 7e arrondissement. C'est le gymnase Julie-Victoire d'Aubier, qui est en bois et en paille. Ce que nous avons constaté, nous, sur nos ERP, en matière de construction bois, c'est un certain nombre d'avantages qui, bien sûr, permettent de justifier le surcoût lié à ce choix de matériaux. La réduisance des nuisances de chantier est extrêmement importante pour les riverains. Un chantier plus court, moins de bruit, moins de camions qui tournent, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. La question de la sécurité au travail pour une collectivité, c'est aussi un argument important puisque il y a moins de travaux en hauteur et davantage de travaux à l'horizontale en atelier. Et puis bien sûr, ce qui est important pour nous pour défendre ce surinvestissement du bois, c'est qu'il s'inscrit dans une stratégie bas carbone, qui est une stratégie plus globale. Et ce qui nous amène à développer non seulement le bois, mais à chercher à développer les bois locaux dans la mesure du possible, et d'être plutôt dans des approches mixtes et ouvertes, avec du bois béton ou du bois paille, comme sur ce gymnase dont je vous ai parlé. Au-delà de nos ERP, nous encourageons bien sûr la construction bois à Lyon dans les logements. Et on voit dans les permis de construire que nous instruisons une grande diversité des projets en bois et une grande montée en puissance des projets en bois. Que ce soit sur de la rénovation de maisons individuelles ou de petits bâtiments, ou sur des îlots entiers, comme je le montre là sur la diapositive, c'est un îlot complet, ça c'est aussi dans le quartier de Confluence, avec un immeuble de belle hauteur proposé en bois. On a de plus en plus de professionnels qui choisissent le bois pour pouvoir répondre dans un contexte urbain dense avec des contraintes fortes. Et on a aussi de plus en plus d'acheteurs, d'acheteuses qui sont intéressés par ce nouveau marché de l'habitat écologique bois. Nous allons aller plus loin dans cette démarche-là, puisque nous allons signer la charte de l'éco-construction qui est construite avec les professionnels en concertation et qui va permettre à tous les constructeurs privés, publics, de logements de comprendre quelles sont les préconisations de la ville de Lyon en matière architecturale et environnementale pour que l'instruction des permis se passe plus vite et que du coup, tous les matériaux biosourcés soient davantage favorisés et que la commande soit beaucoup plus claire auprès des maîtres d'œuvre et de l'ensemble des professionnels. Au-delà de cette charte qui est en préparation, pour nos bâtiments publics, nous avons un cahier des exigences techniques et environnementales qui, lui, s'impose véritablement aux maîtres d'œuvre dans le cadre de nos marchés publics. Il va être amélioré pour s'étendre aux biosourcés de manière beaucoup plus nette et franche, le bois, le pisé, la pierre, etc. Nous allons chercher à travailler de plus en plus sur la commande publique, sur l'ensemble du cycle de vie des matériaux, l'énergie grise et la question du stockage carbone. Et nous espérons travailler beaucoup plus avec les filières locales, le bois du Beaujolais, le bois de la Chartreuse en particulier, de manière à vraiment ancrer la commande publique beaucoup plus dans notre bassin de vie et notre bassin d'emploi. Nous avons aussi un gros travail à mener sur la question du confort d'été. Nous voulons éviter au maximum les climatiseurs individuels. Et là aussi, nous pensons qu'avec les professionnels en construction bois et en construction géosourcée, nous allons pouvoir trouver des solutions qui évitent de démultiplier les climatiseurs individuels dans la ville. C'est un gros enjeu pour nous. En tout cas, ce que nous pouvons voir après 15 ans, c'est que nous sommes passés d'un système où le bois n'existait pas à Lyon à un modèle maintenant où quelques bâtiments exemplaires sont des totems en bois. Et maintenant, nous allons chercher à généraliser et banaliser le bois pour aller beaucoup plus loin, que le bois soit visible ou non, qu'il soit en façade, sur les menuiseries ou ailleurs.
c'est vraiment l'idée de développer la culture du bois sur l'ensemble de la ville et l'ensemble de la construction qui anime la nouvelle équipe municipale à Lyon. Voilà, merci de votre attention. Donc bonjour, Paul Sachot, responsable du service réhabilitation chez Est Métropole Habitat. Est Métropole Habitat, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un bailleur social qui est basé sur l'Est lyonnais, principalement sur Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Dessines, Meyzieux. Voilà, c'est vraiment sur ce secteur-là. Nous avons une programmation en réhabilitation assez importante, car on sait que les enjeux énergétiques de la ville de demain, c'est avant tout déjà la réhabilitation. Une étude a sorti que la ville de 2050 est composée déjà de 70% de la ville actuelle. Donc on se dit que réhabiliter la ville actuelle a une nécessité. Pourquoi parler réhabilitation et filière bois? Justement, on a un beau projet que je vais vous présenter. Voilà. Donc là, on est sur un projet de 988 logements, certification BBC. Donc on est sur un chantier de 988 logements. On devrait habituellement faire un chantier de 48 mois. Là, c'est un chantier qu'on a réussi à faire en 19 mois, qu'on est en train de réceptionner aujourd'hui. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait préfabriquer le traitement de façade, notamment par le biais d'une démarche qui s'appelle la démarche Energy Sprong. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés, je vous laisse aller voir sur YouTube. Il y a des vidéos en français maintenant, donc c'est assez intéressant. L'idée, c'est de faire des bâtiments, des passoires énergétiques, en faire des bâtiments autonomes en énergie. Et Energy Sprong, dans l'idée, est de faire un maximum d'éléments préfabriqués en usine et venir faire des façades préfabriquées, des toitures photovoltaïques. Voilà, le tout pour faire des bâtiments autonomes en énergie. Nous, dans notre cadre, on n'a pas suffisamment de surface pour faire du panneau photovoltaïque. Donc, on s'est dit, à défaut de faire du E égale 0, on fait déjà un BBC déjà efficace, performant. Et en contrepartie, on va utiliser des matériaux bas carbone. Donc, je suis un peu en parallèle avec ce que disait l'interlocuteur précédent, M. Limousin. La seule différence, c'est que quand je dis bas carbone, c'est qu'on intègre aussi bien les ressources biosourcées, donc d'origine naturelle, mais aussi tous les matériaux qui viennent du recyclage. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a énormément de déchets qui ne sont pas utilisés et qui sont une véritable matière première pour nous, dans le secteur du bâtiment, que vous allez voir juste après. Voilà, donc le principe, on est venu scanner une façade, on l'a remodélisée en 3D, on l'a passée sur une maquette BIM, et grâce à cela, on a pu venir préfabriquer en usine le projet. C'est un projet qui a eu un prix qui s'appelle le BIM d'argent, parce que c'est l'un des plus gros projets en France et en Europe pour avoir été modélisé et s'inspirer de la démarche Energy Sprong. Voilà, donc dans quel secteur on se situe? Donc on est à Vaux-en-Velin, juste revenir avant, quartier NPNRU, où on est sur deux entités, une secteur 1 qui est l'ensemble, on va dire, se fait sur le secteur du Mas du Taureau, secteur où on a quasiment 1500 logements. Donc là, on avait déjà fait une première tranche il y a quelques années sur le secteur Noiret 1. Là, on avait Noiret 2, 3 et Grand Bois. Donc, on est sur près de 9 bâtiments qui représentent 988 logements, soit environ près de 3000 habitants. Donc, l'idée, c'est d'intervenir le plus rapidement en trouvant une solution d'efficacité énergétique aussi bien pour l'hiver que pour l'été. Parce qu'on sait que le béton qui prend la chaleur le restitue dans la nuit et donne beaucoup d'inconfort à nos locataires. Donc, si on ne veut pas climatiser demain, on a intérêt aussi à se protéger sur les surchauffes d'été. Donc, la réflexion, c'est aussi de se dire comment je fais une réhabilitation la plus rapide et la moins contraignante pour mes locataires. Donc, c'est pour ça là que l'idée de la préfabrication nous est venue en tête. Je vais laisser passer la diapo suivante. Voilà, donc je vous rappelle, l'idée, c'est donc Energy Sprong. L'idée aussi, c'est de se dire comment on peut changer de paradigme, comment on peut faire évoluer les mentalités, notamment dans le secteur du bâtiment, pour que ça commence à intéresser des industriels. Et on s'est dit que le cap des 1000 logements, c'est un cap suffisamment significatif qui permette de montrer l'intérêt et donner
donner envie, on va dire, aux gens de s'intéresser au projet du travail en hors-site, sachant qu'aujourd'hui, on a notre premier projet donc, de 1000 logements. L'idée demain, c'est que les autres bailleurs, notamment les copropriétés sur la région lyonnaise, puissent profiter de cette démarche-là et puissent aussi faire des traitements de façade préfabriqués en usine. L'idée, et elle est simple, l'idée c'est de réhabiliter plus vite, mieux, de meilleure qualité. Hein, voilà, on évite les problèmes d'imperfection sur site et avec une certaine diversité d'architecture. Dans le secteur du bâtiment, on va dire que les années 60-70, on a du mal à les digérer en termes d'industrialisation parce qu'on a souvent approprié le mot industrialisation à standardisation. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que grâce au BIM, grâce à la modélisation 3D, on vient prendre l'ensemble des imperfections du bâti et on vient préfabriquer, vous allez voir après, une ossature avec un isolant et un traitement de façade. Et pour le coup, le traitement de façade, on n'a pas autant de choix que de type de fromage qu'on a en France, mais quasiment. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur une standardisation du traitement de façade. Et donc, l'idée aussi, dans notre démarche, c'est d'avoir une diversité d'architecture, hein, parce qu'on était sur un quartier, vous allez voir sur les diapos après, on était sur une diversité d'architecture qui était plutôt monolithique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un effet plutôt village. Comment on a travaillé? On a fait une conception-réalisation. Donc, on a mis une entreprise générale, 4 architectes différents, un bureau d'études, une MOS. Et l'idée, c'est de faire réfléchir par un système itératif où on a dit, moi, je veux un niveau BBC, je veux de la façade préfabriquée, je veux une empreinte carbone la plus réduite possible et l'utilisation de matériaux bas carbone. Et avec ça, vous allez voir, ça va nous amener sur la diapo suivante. Voilà, bon, petit rappel, on fait des travaux donc dans les logements, travaux énergétiques façade, vide sanitaire, étanchéité et avec isolation toiture. On remplace les VMC, on fait une révision de certaines menuiseries et on remplace celles qui sont les plus dégradées, sachant qu'on avait déjà eu un plan de rénovation par des menuiseries PVC. On refait les halls d'entrée, on fait une mise en accessibilité PMR pour les résidents, mise en sécurité électrique dans les logements, on met un bouquet de travaux au choix du locataire dans les logements aussi. On accompagne au vieillissement en faisant des salles de bain adaptées sur 10% de notre parc et on fait un remplacement des balcons et agrandissement des balcons existants. Donc, voilà, qui a été retenu? C'était le groupement donc Citinea Vinci Construction France avec 4 architectes, 2 Lyonnais et 2 Parisiens, BBC Architecte et Atelier 127 et ITAC et WRA. Ensuite, on a un bureau d'études MOS qui nous accompagnait, qui s'appelle EOS, avec Bricologie et les Cités d'Or, et en bureau d'études, Maté, Milieu Studio et BET-HQ. Là-dessus, on a un industriel qui est rentré dès le début de la conception-réalisation, qui est Arbonis, qui est un fabricant de murs à ossature bois. Et l'idée, c'est pas de réinventer l'eau chaude. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut essayer de s'approprier les connaissances existantes et comment on peut les faire évoluer. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc quand je vous parle de qualité architecturale, notre souhait, c'est qu'on déstigmatise un logement social. Quand on est dans ce quartier-là, on ne dise pas, tiens, ça, c'est du logement social. Notre ambition, notre enjeu, il est là de remettre la fierté d'habiter dans son logement et de dire, tiens, ça a l'air sympa, est-ce que je pourrais y vivre, est-ce que je pourrais acheter un appartement? Voilà, le but, c'est de donner envie. Et donc, on considère que ce quartier était un peu comme un diamant brut qui méritait d'avoir un bel écrin pour qu'il représente vraiment l'ensemble de ses potentiels. Et c'est là où on voit l'impact des 4 architectes. Hein. Donc, on a une diversité d'architecture, mais avec une cohérence globale à l'échelle globale du quartier. L'idée, c'est pas faire un patchwork, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez raffiné et assez élégant. Et si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, vous allez voir, c'est assez bluffant. Vous pouvez voir aussi sur la chaîne YouTube S Métropole Habitat, on y a fait quelques vidéos. Je vais passer sur la diapo suivante. Voilà, alors là, c'est le sujet vraiment qui va nous concerner et qui est très important. C'est le principe de la préfabrication. Donc, l'idée, c'est de travailler toujours sur des gabarits qui restent en gabarit routier. Donc, on est sur les plus grands panneaux en 2,71 par 11,90. Et l'idée, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est que sur un camion, on puisse transporter plusieurs panneaux.
Voilà, donc l'idée, c'est d'optimiser. L'idée, c'est de produire aussi ces façades préfabriquées, de préférence dans la région. Et on est donc avec un cadre en ossature bois, un isolant à base de bouteilles de plastique recyclées, qui s'appelle de l'Ecopeg, et on est sur un bardage qui va varier en fonction des choix architecturaux, mais on en a un qui est assez intéressant, qui est à base de Neolife. Neolife, qui est un produit lyonnais qui utilise 70% de déchets de fibres de bois de scierie, et là-dessus, ils viennent rajouter une résine qui bientôt devrait être une résine végétale, permet d'avoir un rendu extérieur en effet bois, mais qui est pérenne dans le temps et qui ne bouge pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis bailleur social, je suis gestionnaire avant tout. J'ai déjà fait des expériences avec du bois qui a mal vieilli. J'ai fait des expériences avec du bois grisé qui, on va être franc, ça a fini par noircir avec le temps, donc c'est pas qualitatif. Idéalement, le bois, vu que c'est un être vivant, ça a besoin d'entretien, et je n'ai ni les moyens, ni les entreprises pour décaper tous les 5 ans nos façades et les revernir comme un chalet de montagne. Donc, on a plutôt trouvé cette solution avec le Neolife qui est plutôt intéressante, qui me donne l'effet bois, qui est composé à base de bois et qui, surtout, avec le temps, a une certaine pérennité et ne me demande pas d'intervenir après coup. Concrètement, 42% de façades ont été industrialisées. Pourquoi pas 100%? On va être franc, vous allez voir dans les chiffres, c'est pas le même prix. Donc, vu que c'est une expérimentation, on s'est dit on va jusqu'à 42%. Les prochaines, on va essayer d'en faire un peu plus. Et l'idée, c'est que demain, on fasse des chantiers à 100% façades préfabriquées. C'est un peu comme une voiture quand vous allez chez Renault. Si vous prenez une voiture, elle vous coûte le prix d'une voiture. Si par contre, vous êtes nombreux à dire, tiens, on veut 50 voitures ou 50 vélos, le tarif ne sera pas le même. Notre enjeu avec la métropole de Lyon, c'est de voir dans quelle mesure on peut sécuriser un marché, et en sécurisant par un certain volume, on pourra faire tomber les tarifs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Clairement, on est sur du travail hors site. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir, en termes de gêne occasionnés pour les locataires, on a vraiment réduit au maximum. Et alors, surtout, un grand intérêt pour le secteur du bâtiment, c'est quelque chose d'assez important, c'est la question du chantier zéro déchet. Et sur toute la partie préfabriquée, j'avoue que, vu que tout est fait en usine, on a un produit qui est fini, on a quasiment aucun déchet qui est généré. Et l'avantage, c'est que quand je pose un isolant et qu'il me reste une chute, je peux le mettre dans le module qui est juste à côté. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est ultra optimisé. On évite de se retrouver avec un chantier avec vous savez, ces grands nuages de billes de polystyrène qui vient blanchir tout le quartier. Non, avec ça, l'avantage, c'est qu'on a vraiment limité. Ensuite, sur la façade classique, on a travaillé aussi beaucoup sur des isolants sous-enduit à base de fibres de bois. Donc, c'est un système qui s'appelle le PavaWall de chez Zolpan avec Soprema. Et donc, l'idée, c'est des déchets de scierie qui sont compactés, qui sont collés, chevillés sur la façade et sur lesquels on vient enduire. Donc, je pense que la solution de demain, si on n'arrive pas à faire 100% de façade préfabriquée en ossature bois, on peut tout à fait compléter avec des isolants à base de fibres de bois. Le seul petit bémol aujourd'hui, notamment sur les isolants, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en demande et on se retrouve avec des entreprises qui sont déjà en rupture de stock et qui commencent à nous montrer des signes assez inquiétants sur les prochains mois sur des ruptures de matières premières parce que tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'industrie n'a pas été mis en amont, préparée en amont depuis un certain nombre d'années pour cela. Donc, voilà, donc on est un peu dans un effet de réflexe de la part des industriels. Voilà, il faut que les industriels puissent comprendre le devenir du bois et de tous les déchets qui vont derrière comme matière première pour qu'on puisse avoir de la matière en quantité, en qualité et dans des délais raisonnables. Je vous passe la diapo suivante. Voilà, quelques chiffres clés. On est sur un projet à 25 millions, donc quasiment 1000 logements, donc quasiment 25 000 € du logement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la comparaison. Un isolant extérieur thermique, pour 100 mètres carrés, il faut environ 3 semaines pour le poser. Quand je viens faire une façade préfabriquée entre la pose des pattes de fixation plus le panneau, je suis à 3 jours. Quand sur une isolation thermique classique par extérieur, je suis à 650 percements, conformément à la norme,
Moi, la façade préfabriquée, je ne viens fixer que les pattes de fixation. Donc, j'en ai plus que 150. Donc, je divise quasiment par 3 la gêne occasionnée, quasiment aussi pour plus que 3 le délai de pose. Donc, c'est-à-dire que pour le locataire, c'est vraiment très agréable. On réduit vraiment la gêne occasionnée. Et là où le bas qui blesse, c'est l'isolant. Aujourd'hui, l'isolant classique, type fibre de bois, on a réussi à le faire fournir posé à 90 € du mètre carré. La façade préfabriquée, pour l'instant, on est plutôt à 360 € du mètre carré. Alors, je ne dis pas qu'on arrivera à 90 € du mètre carré sur la façade préfa, mais voilà, au vu des expériences de nos confrères hollandais, ils ont réussi à descendre autour des 140-150 après plusieurs itérations. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ce projet n'a pu avoir lieu que grâce, on va être franc, à l'aide de l'ANRU. Donc, on est dans le cadre du NPNRU, du nouveau plan de renouvellement urbain, de la métropole de Lyon, qui nous a aidé à titre exceptionnel dans la démarche Éco-Rénov', la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a aussi aidé financièrement, la Caisse des dépôts pour tout ce qui est prêt aidé, et évidemment, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu si on n'avait pas eu le soutien de la ville de Vaux-en-Velin. Voilà, je pense avoir fait assez rapidement la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Je transmettrai aux organisateurs les différents liens YouTube pour que vous puissiez avoir ces visios. Merci à tous. Merci beaucoup, Paul. Et donc, du coup, Sylvain, c'est à vous. Je vous donne la main tout de suite. Alors oui, bonjour à tous. Donc Sylvain Fourel, je suis le gérant de l'entreprise Selvia. On est spécialisé dans la construction modulaire en ossature bois et on fait aussi avec notre filiale Mirio un petit peu de rénovation globale en site occupé, quoi. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un petit projet. On réalise pas mal de projets sur la métropole de Lyon. Parce qu'on a un marché cadre avec la métropole pour notamment faire des extensions de collèges. Donc là, je vais vous présenter un petit projet qu'on a réalisé l'année dernière. Alors, c'est pas pour vous présenter un petit projet en tant que tel, mais c'est juste pour vous montrer aussi que en bâtiment biosourcé, avec des isolants biosourcés, on peut faire tout type de bâtiments, y compris des petits bâtiments, qu'on n'est pas contraint à faire que des grands bâtiments, quoi. Alors, je vois si la diapo, elle passe. Voilà. Donc, en bref, donc Selvea, on est une PME de 35 salariés installée sur Montpellier depuis 2006 et on fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait partie des pionniers du bâtiment modulaire bois en 3 dimensions depuis 2008. On a une capacité de production d'environ 4000 m² qui va s'accroître puisqu'on a une extension qui sera réalisée en 2022 qui nous permettra d'atteindre à peu près 10 000 m² de surface de plancher construite par an à partir de 2022-2023. En interne, on réalise en fait beaucoup de choses et on sous-traite assez peu. On fait toutes nos études, la fabrication en atelier, donc hors site des modules, l'installation sur chantier également de nos modules et les raccordements sur chantier. En fait, en externe, quand on répond à des MGP ou des conceptions-réalisations, on a bien sûr toute la partie maîtrise d'œuvre architecture. Donc, on fait de la co-traitance. Et puis, certains lots techniques et architecturaux, quand on fait des gros chantiers également, sont sous-traités sur site. Voilà. Donc, le principe, il est simple, hein, vous le connaissez pour la plupart. Donc, on fabrique des modules donc en 3 dimensions. Donc, on va avoir des dalles, des murs, des charpentes qui seront assemblés à l'intérieur de nos ateliers, donc ce qu'on appelle en hors-site. Et ensuite, on met ça sur des camions bâchés, bien sûr. On lève avec des grues pour assembler le bâtiment sur le chantier. Et ensuite, en 4e opération, on fait des raccordements donc techniques et architecturaux sur le chantier. Voilà. Donc, on a un engagement environnemental assez poussé. Alors, la diapo ne vient pas si elle arrive. Voilà. On est en structure 100% bois avec du bois local. Alors, pour nous, local, comme on est sur Montpellier, c'est du bois qui vient des Cévennes, qui est durablement géré avec donc une certification PEFC. On utilise des isolants biosourcés, donc pas mal de watts de cellulose et puis également de la fibre de bois, comme l'expliquait Paul Sachot tout à l'heure. Réduction des transports, oui, parce qu'en fait, on fait des gros transports, mais pour chaque bâtiment, il y a un gros transport en fin de compte, et globalement, ça réduit quand même énormément les transports.
par rapport à un chantier traditionnel. Et petite particularité aussi, sur le site de production de Selvéa, on est en électricité 100% renouvelable, puisqu'on a un contrat avec Enercop. Voilà. Le hors-site et le 3D, ça change quand même beaucoup de choses. Il faut en avoir conscience par rapport à une approche traditionnelle du bâtiment. Déjà au bureau, donc sur tout ce qui est études, conception, etc., ça nécessite une conception spécifique. Donc c'est contraignant, c'est que dès le départ, il faut savoir qu'on va construire avec tel système constructif pour vraiment avoir une conception qui soit adaptée au système constructif. Ça nécessite également un allotissement spécifique, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir 10 lots ou 15 lots sur un chantier, on va avoir peut-être 2, 3 lots seulement, puisqu'on va avoir des lots concernant tout ce qui est VRD, des lots concernant les fondations, les ascenseurs éventuellement, et puis un lot qui sera un lot un peu global, bâtiment, dans lequel il y aura la totalité en fait, du bâtiment. Il y a une synthèse qui est vraiment poussée, qui est faite en fait, par l'entreprise, donc de préfabrication, puisque en fait, pour préfabriquer, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que sur un chantier traditionnel dans la conception des choses et dans le détail des interfaces entre tous les lots. Donc la synthèse en général poussée est faite en exé par l'entreprise de construction modulaire. Donc de ce fait, en fait, on est depuis 2015-2016 dans des logiques de progression par rapport à des niveaux de BIM. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont extrêmement avancés, avec également la possibilité de faire de l'acquisition 3D avec du scanner 3D, notamment pour réceptionner nos supports ou lorsqu'on fait également de la rénovation globale type Energy Sprong, comme ça a été présenté précédemment par Monsieur Sachot. Donc, on dispose également d'une gestion électronique des documents complète, notamment pour faire les étapes de validation avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, bureau de contrôle, etc. Sur chantier, ça change beaucoup de choses aussi, puisque on va avancer en parallèle en fait entre les fondations, les VRD, les fondations et la construction, puisque la construction se fait essentiellement en atelier. Donc, on a deux choses qui se font parallèlement, donc le travail sur chantier de fondation et puis la construction en atelier. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça permet de limiter également les aléas et également la co-traitance sur chantier, puisqu'on n'intervient pas en même temps en fait. Et donc ça, c'est assez intéressant. On va travailler plutôt en tranche verticale, puisque quand on pose les modules, eh ben, la règle d'or, c'est d'être hors d'eau le soir de la pose. Donc, plutôt que de travailler en tranche horizontale, dont on ne sait pas vraiment faire le hors d'eau le soir même, on va travailler en tranche verticale et assembler les bâtiments en fait en tranche verticale, les unes à côté des autres, plutôt que de travailler en tranche horizontale qui sont construites les unes sur les autres. Donc, voilà. Ça change beaucoup de choses aussi par rapport à la propreté, par rapport aux déchets, par rapport aux nuisances de chantier, puisqu'il y a beaucoup moins de travail sur chantier, en fin de compte. Et puis, ça change aussi beaucoup sur la sous-traitance, puisqu'il y a beaucoup moins de sous-traitance que sur un chantier classique. Et ce que ça change le plus, en fin de compte, c'est que pour le maître d'ouvrage, comme pour le maître d'œuvre, comme pour le bureau de contrôle, etc., sur un chantier de ce type-là, en fait, pour tout le bâtiment, il y a vraiment un seul interlocuteur qui est l'entreprise qui réalise les modules tout corps d'État. Voilà. Donc ça change beaucoup de choses puisqu'on n'est pas 10 corps d'État sur le chantier à devoir s'entendre, se coordonner, échanger des plans, se mettre d'accord, etc. Il y a une seule entreprise qui intervient et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et de limiter pas mal d'interfaces. Voilà, donc je vous présente cette extension qui a été faite donc, sur le collège Maria Casares, donc on est à Rieux-la-Pape. Donc un collège qui est relativement ancien. Donc c'est une maîtrise d'œuvre interne à la métropole de Lyon. Et donc le collège, l'extension a été réalisée dans le cadre d'un marché à bon de commande, donc que l'on a depuis 3 ans avec la métropole. Donc on réalise 2 à 5 opérations de ce type par an depuis 2-3 ans pour la métropole. Donc des projets qui sont plus ou moins grands, celui-ci de taille, on va dire, moyenne, plutôt petite. C'est 2 salles de classe donc, qui sont installés dans une partie de ce qui était la cour de récréation. Donc là, on voit la façade principale avec un petit porche qui donne accès aux 2 portes de la circulation. Alors, la diapo suivante ne passe pas. Il est fatigué peut-être. Ah, voilà, j'ai peut-être été trop vite. Donc, le client, c'est… Alors là, du coup, je vais revenir, puisqu'il y a un temps de latence, en fait, quand on passe les diapos. Voilà.
Donc le client, maître d'ouvrage, c'est la métropole de Lyon. Donc c'est un projet réalisé en 2020. Donc en site occupé, donc toutes les fondations notamment sont faites pendant la préfabrication et en site occupé, avec des fortes contraintes scolaires, puisque l'idée c'était de faire les travaux après les fondations pendant les vacances scolaires, donc dans des délais extrêmement contraints. Donc là on voit l'intérieur d'une salle de classe avec, on voit en fait le chauffage qui est un chauffage radiant à eau chaude qui est en plafond. Hein, c'est les deux bandes plafonnières que l'on voit. Voilà. Donc c'est un projet que la métropole de Lyon a souhaité très qualitatif d'un point de vue architectural. Donc on ne voit pas du tout qu'on est dans un projet modulaire. On a des traitements assez sympas avec des luminaires incrustés entre des tasseaux de bois. On est sur de la menuiserie bois alu de partout. Les classes sont quand même assez spacieuses avec beaucoup de lumière naturelle. Des incrustations LED, donc aussi bien dans la circulation intérieure qu'à l'extérieur, un chauffage radiant donc par le plafonnier, et puis des acrotères garde-corps, donc toutes les hauteurs avec 1 mètre de hauteur pour éviter en fait cet effet sur un toit terrasse que l'on a souvent avec des garde-corps métalliques. Donc le projet a été relativement rapide, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a à la fois l'avantage du bâtiment modulaire et à la fois l'avantage d'un bâtiment traditionnel très qualitatif en ossature bois sur ce projet. Là on voit donc sur cette photo la circulation intérieure réalisée, traitée pareil avec des LED incrustés en fait dans les plafonds en bois. Donc on a eu 2 mois d'études sur ce projet, à peu près 1 mois de fabrication, alors qu'il s'est chevauché un peu avec les études. Souvent, on arrive à démarrer la préfabrication en atelier avant la fin des études. 1 jour pour installer le bâtiment sur le site, et puis environ 1 mois pour faire les finitions sur place, qui se sont, on va dire, résumées à poser le sol souple, poser les plaques que l'on voit là dans la circulation, qui sont des plaques de protection mécanique là, pour protéger les murs contre les cartables et les coups des collégiens, et puis les raccordements donc, des réseaux sur place et la finalisation en fait, de tout ce qui est électricité, quoi. Donc à peu près 1 mois pour réaliser cette partie-là. Voilà. Le résultat offre un confort vraiment exceptionnel parce qu'on est vraiment sur du haut de gamme en termes de prestations et de confort, notamment acoustique. Hein. Voilà, on a au sol une chape sèche de type Fermacell pour éviter l'effet tambour qu'on en a sur les dalles bois. Mais en termes d'acoustique, par rapport au bruit notamment extérieur de la cour de récréation qui est juste à côté, en fait, on a vraiment un très très grand confort qui est apporté par la technique de la construction ossature bois. On est sur un bâtiment, bien sûr, RT 2012, avec donc des contraintes de ventilation très importantes, puisqu'on doit 20 mètres cubes par élève, et donc ça fait en fait des grosses CTA. On est sur une centrale de traitement d'air qui est tout air neuf à 1500 mètres cubes par heure, et donc un projet qui est de un peu moins de 400 000 euros pour 180 mètres carrés, ce qui fait un prix de 2180 euros hors taxe par mètre carré de surface de plancher. Voilà, ce qui reste assez proche des prix qu'on pourrait avoir pour du traditionnel, mais là avec une rapidité de mise en œuvre et une qualité de bâti qui est supérieure, quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire également, si on se résume en fait ces techniques de construction modulaire 3D, en fait, alors si on les compare à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à gauche le bâtiment traditionnel et à droite le bâtiment modulaire mais métallique qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années, c'est que alors chacun apporte des avantages et des inconvénients, et avec le bâtiment modulaire 3D, on va essayer en fait de garder les avantages en fait des 2 systèmes de construction, donc en ayant des bâtiments qui soient architecturés, qui soient durables, qui offrent beaucoup de performance et de confort, tout en offrant les avantages qu'on a dans le modulaire métallique, c'est-à-dire la rapidité, la réversibilité, puisque tout ça peut rester démontable, hein, ça dépend d'un certain nombre de paramètres, bien sûr, et des coûts qui sont maîtrisés, quoi. Et on va apporter en plus, en bâtiment modulaire 3D, de la performance environnementale, puisque là, on est vraiment très chargé en matériaux biosourcés, et de la préfabrication très poussée, ce qu'on ne voit pas toujours dans du modulaire métallique quand on atteint des performances de ce type, RT 2012,
puisque souvent, il y a des isolations thermiques par l'extérieur qui sont mises en œuvre, il y a des dalles béton, etc. Donc, on arrive en modulaire bois aujourd'hui à avoir une préfabrication qui est plus poussée et une réversibilité qui peut être parfois meilleure que dans du modulaire métallique haut de gamme, on va dire. Voilà, donc c'est assez intéressant par rapport à ça également. Voilà, j'en ai terminé. S'il y a des questions, je crois qu'on va passer justement aux questions pour faire le lien avec Amandine. Tout à fait, merci beaucoup Sylvain. Et donc du coup, place aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas en attendant à poser vos questions dans le petit espace de chat conversation. On pourra y répondre tout de suite. Alors, je vais peut-être prendre la parole. Déjà, il y a plusieurs questions. Il y a deux questions un petit peu générales auxquelles je vais amener des réponses et puis ensuite je vais revenir vers nos intervenants. Il y a une question sur la capacité à la forêt à pouvoir répondre à ses ambitions environnementales et utilisation du bois. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la forêt, on a ce qu'on appelle l'accroissement naturel de la forêt, c'est-à-dire un arbre qui grandit. Et quand un arbre arrive à terme, eh bien, soit on l'utilise, soit il se décompose dans la forêt. Aujourd'hui, on récolte simplement 50% de cet accroissement naturel. Donc, on a encore un bon potentiel à utiliser la forêt. Par ailleurs, quand on travaille dans la construction, on utilise des essences résineuses telles que le pin, l'épicéa, le Douglas. Et finalement, ces essences que l'on utilise, ça représente simplement 17% de la forêt française. Donc vous voyez, de toute façon, dès qu'on va utiliser du bois français, on intervient sur une fraction assez faible de la forêt. Il y avait une deuxième question sur les termites. En France, on a l'obligation de faire une déclaration quand on est en zone termitée, et partant de là, de prendre un certain nombre de dispositifs de protection. On a un dispositif de protection qui s'appelle une barrière. Donc, cette barrière, elle peut être physique, c'est une forme de grillage qui sera mis en base du bâtiment, ou une barrière chimique. Donc, c'est la chimie qui va empêcher les termites de monter dans le bâtiment. Et sinon, on a un autre dispositif qui est un dispositif d'alerte, c'est-à-dire que l'on va mettre des points de vérification de la présence de termites. S'il y en a, on pourra les infecter de manière à détruire la présence. Voilà des réponses un petit peu rapides à ces deux questions. Dans les questions posées, alors il y en a une qui s'adresse d'abord à Sylvain Fourel. Est-ce que vous intervenez uniquement en public ou est-ce que vous intervenez également en privé? Sur quel type de projet? Oui, alors on intervient en public et en privé, mais pas pour les particuliers en fait, quoi. Donc en privé, on va s'adresser à des entreprises, à des promoteurs, à des entreprises qui ont des projets de sièges sociaux, parce qu'on fait pas mal de tertiaires, de bureaux. Voilà. Et puis on fait aussi un petit peu d'habitat, de plus en plus en fait, parce que ça y est, l'habitat est en train de se mettre au hors-site. Donc voilà, donc essentiellement sur du R+1, R+2, avec ça peut être pour du logement type étudiant, des hôtels, ou pour de la villa en bande, par exemple. Le système bâtiment modulaire 3D, peut-être pas très bien adapté, je pense, pour l'habitat collectif, par contre, quoi. Voilà, parce que quand on empile deux modules, eh ben, on a un double plancher entre la charpente du module qui est en dessous et le module qui est le plancher du module qui est au-dessus. Et donc, on perd vite de la hauteur. Donc, c'est peut-être pas très bien adapté à tout type de construction en bâtiment d'habitation collective, quoi. Voilà. Par contre, voilà, de la villa en bande, c'est assez adapté. Et puis, bien sûr, tout ce qui est bureau, tertiaire, etc., on en fait beaucoup. C'est très, très adapté. C'est parfaitement adapté. Okay, merci Sylvain. Moi, j'avais une question aussi à poser à M. Sachot concernant la réhabilitation. Alors, vous intervenez sur des immeubles des années 70. On sait que sur ces immeubles, la planéité n'est pas parfaite, les altitudes ne sont pas parfaites, loin de là. Et je voulais savoir comment vous aviez procédé au niveau de la préfa. Est-ce que vous faites un relevé photométrique des façades avant pour la préfabrication ou autre dispositif? Donc, nous avons utilisé le principe d'un scanner 3D qu'on a fait faire par un géomètre expert, qu'on a pris en maille assez large, parce que derrière l'entreprise, voulant prendre ses propres responsabilités, a préféré refaire un scan au millimètre près pour justement intégrer l'ensemble des imperfections. Et c'est ça qui est juste génial, c'est grâce à la modélisation BIM, les imperfections ont été remises dans le logiciel, ont été envoyées à l'usine, et quand ils ont fait l'assemblage, tout a été redécoupé au millimètre près. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire avant. C'est, je pense, grâce au BIM et au scan 3D qu'on a pu faire ça. Il y a 10 ans, on aurait imaginé ça, mais ça aurait été beaucoup trop compliqué.
Et je rebondis sur la question sur l'incendie. Hein. Donc là, on est conforme à l'IT 249, à la réglementation thermique, et aussi sur le principe des FOB, des façades à ossature bois. Donc on a des systèmes de recoupement à chaque panneau en une pièce métallique qui vient couper et limiter la propagation du feu. Et on est avec un isolant qui est enfermé, qui est en sachet en fait dans le mur à ossature bois. Donc, ce qui fait que le feu ne peut pas passer dedans. Et en tout cas, il est fortement ralenti. Et on a eu l'accord de notre bureau de contrôle et surtout, on a été faire un ATEX avec le CSTB qui nous a donné leur accord. Je me retournerai bien maintenant vers M. Limousin. Juste une remarque d'ailleurs, vous avez parlé de l'acceptabilité des façades et je pensais à Confluence où en fait il y a beaucoup de bâtiments sur lesquels on a des façades qui structurellement sont en bois sur support béton et pour lesquels on a une vêture finale qui n'est pas en bois. Donc beaucoup de gens ne le savent pas, mais sur Confluence il y a beaucoup de façades bois recouvertes avec un autre matériau. Quand vous avez parlé du gymnase du Bonlay, vous aviez dit que vous aviez encore des efforts à faire ou du travail à effectuer concernant la thermique d'été. Est-ce que vous pourriez nous préciser des choses là-dessus? Alors, on a un dojo dans ce gymnase qui est situé à un endroit assez exposé au soleil. Et du coup, c'est un espace qui, au départ en tout cas, était beaucoup trop chaud pour que les sportifs puissent s'y sentir bien. Voilà. C'est des questions qui ont été réglées depuis. Mais effectivement, je pense qu'il y a, c'est la question de comment intégrer les usagers en fait dans les bâtiments en général, que ce soit des matériaux innovants, des processus innovants ou pas. Comment est-ce qu'on travaille avec les usagers, avec les gestionnaires de sites, pour faire en sorte qu'effectivement on ait des bâtiments qui soient confortables. C'est un des enjeux si on veut développer des innovations. Et là, visiblement, avec le club de judo, il y a eu un loupé qui fait qu'on n'a pas su bien prendre en compte leurs demandes dans la réalisation du bâtiment. Voilà, ça arrive. C'est rectifié, mais ça arrive. Il y a une question sur le chat qui arrive également, tu vois, sur Limousin. Comment vous encouragez les promoteurs sur la région lyonnaise à utiliser le bois? Donc, moi, j'ai des réponses que sur la ville de Lyon. Ce qu'on développe actuellement, c'est donc un travail pour créer une charte rédigée avec la filière et les professionnels, qui est un outil de dialogue avec tous les acteurs susceptibles de déposer des permis de construire, de manière à sensibiliser un maximum sur notre volonté de développer les biosourcés, mais aussi voilà, d'éviter d'éviter qu'il y ait la clim dans les logements, etc., etc. Voilà, on a cet outil de dialogue, de cette charte qui est en train d'être mise en place. Par contre, Monsieur Sachot, vous restez toujours sur le principe du biosourcé? Vous ne voulez pas travailler sur les matériaux recyclés ou de réemploi? Alors là, il y a deux niveaux. Sur les logements, dans cette charte, la question du réemploi va être intégrée aussi. Et nous, sur nos bâtiments, donc dans notre cahier des exigences techniques et environnementales pour nos ERP, on travaille sur cette question-là. Mais on est confronté, comme tout le monde, hein, à des questions d'assurance sur la question du réemploi. Donc pour l'instant, on est un peu timide, voilà, parce que on n'a pas la certitude qu'on va pouvoir réutiliser des matériaux et avoir l'assurance que des matériaux de seconde main vont être considérés comme conformes. Et pour nous, la question de la sécurité de nos usagers et de nos agents, c'est vraiment une contrainte extrêmement prioritaire. Je vous évoque ça, pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un chantier où on démolit 100 logements sur Villeurbanne et en fait on récupère 100% des parquets qui sont déposés par des personnes en insertion, déposés, ils vont être poncés, délignés et reposés sur un programme neuf. En fait. Et donc c'est là où on se dit comment la ville peut devenir frugale et peut, par ses déchets, devenir une vraie source de matières premières. Et c'est pour ça que je parle de réemploi, mais aussi de questions de matériaux bas carbone
parce que ça sous-entend que les isolants à base de bouteilles de plastique recyclées, au lieu d'être enfouis ou d'être brûlés, bah, je leur donne une deuxième vie. Et c'est vrai que si on reste que sur du biosourcé, bah, cet isolant-là, techniquement, je ne pourrais plus l'utiliser. Donc, c'est juste là ma question, en fait. Voilà. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions qui remontent. Jean-Marc, il y avait une question concernant la sécurité incendie pour les ERP, l'habitat collectif. Là, peut-être apporter une précision. Oui, comme dans de l'ossature bois classique, hein, sur les modules ou en ERP tels que les bâtiments que je vous ai présentés, on a donc des plaques de plâtre, le plus souvent, qui viennent protéger en fait les ossatures et les isolants biosourcés qui sont dans les ossatures. Voilà. Donc, c'est la méthode classique reconnue et qui est agréée de partout pour protéger et assurer la stabilité au feu des bâtiments sur des ERP. En fait. Alors, je vais me permettre, je vais amener une petite précision là-dessus aussi, effectivement. Depuis l'arrêté de 2019, la réglementation incendie a changé et désormais, on doit avoir dans une façade pour les bâtiments d'habitation de troisième famille soit une façade composée de matériaux dits A quelque chose, donc un combustible, ou alors un système qui est validé par une appréciation de laboratoire. Et la filière bois a fait un gros travail à ce sujet, a fait de nombreux essais, et a produit un document qui s'appelle le Guide de la propagation du feu par les façades, qui est un document qui offre des solutions pour faire des façades sur des ouvrages en hauteur. Il est téléchargeable, vous allez sur le site du CNDB, vous le trouverez dans la rubrique Exigences sécurité incendie ou sur le site du Codifab. Parfait. Bien, dans ce cas, Jean-Marc, si tu me dis qu'on n'a plus de questions, on va pouvoir conclure dès maintenant notre webinaire. En tout cas, au nom de RCL, notre partenaire, et puis du CNDB, je vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui en tant que participants. Vous avez été nombreux à nous suivre, mais merci aussi aux intervenants d'avoir été présents et pour la qualité de leurs interventions. On va revenir très prochainement vers vous, du coup, avec un prochain email qui vous permettra d'avoir accès au replay, mais également aux questions qui n'ont pas forcément été répondues aujourd'hui. Et puis, toutes les coordonnées de nos intervenants du jour et puis quelques documents utiles qui ont été cités peut-être par Jean-Marc aujourd'hui et d'autres personnes. Donc, un grand merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire du CNDB et de RCL. Au revoir, Bonne journée à tous. Au revoir, merci à tous.